Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al24 News. Cap aujourd'hui sur l'Iran et plus précisément sur les menaces qui pèsent de plus en plus sur l'Iran depuis que le pays connaît quand même une grande masse de manifestations, des manifestations qui sont sorties dans les rues pour justement dénoncer l'ingérence étrangère, y compris américaine et israélienne. Tout ça, on va le voir dans un instant avec vous et avec bien sûr une lecture de nos analystes qui sont nos invités aujourd'hui. Pour en parler avec nous, nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos deux invités, Gilles-Emmanuel Jacquet, analyste géopolitique et vice-président du JPRI à Genève, qui est avec nous en direct. Gilles-Emmanuel Jacquet, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation et bonne année. Youssef Boussoumah est également avec nous. Vous êtes donc militant anti-impérialiste, on va le dire. Vous êtes également militant des droits de l'homme qui nous rejoint depuis Paris. Youssef Boussoumah, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à vous. Alors, pour commencer, Gilles-Emmanuel Jacquet, ça va mal, ça va mal depuis quelque temps déjà. Et si vous voulez, ce qu'on appelle les enjeux géopolitiques aujourd'hui connaissent une certaine évolution très rapide, d'ailleurs qui ne laisse pas vraiment de place des fois à la réflexion et encore moins au recul. L'Iran est en mauvaise posture, en tous les cas, ça semble l'être, étant donné que de plus en plus les menaces sont en train de peser sur elle, avec les manifestations qui se sont déclenchées il y a de cela à peu près 15 jours. L'Union européenne avec tous ces pays qui donc menacent les uns après les autres que les jours du pouvoir en place seraient comptés, pour reprendre un petit peu les propos de Merz, le chancelier allemand. Donc finalement, qu'est-ce qui se prépare pour l'Iran ? Merci pour votre invitation et vos questions. C'est vrai que c'est une année qui commence un peu de manière abrupte, on va dire, avec l'actualité internationale de ci, de là, et l'Iran en particulier. Alors, les pressions sur l'Iran de la part des États-Unis ou d'Israël, par exemple, c'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs décennies que l'Iran est habitué à ça. Et de même, on pourrait dire les mouvements de protestation en Iran ne sont pas nouveaux également. D'ailleurs, le système politique qu'on a aujourd'hui en Iran est né d'une révolution. Alors, pour ce qui est des événements récents des 15 derniers jours, on pourrait l'inscrire déjà dans des mouvements de protestation assez, je ne vais pas dire fréquents, mais qui sont finalement récurrents au cours des dernières années en Iran et qui sont liés à la situation socio-économique qui est causée par les sanctions et une inflation qui a, on pourrait dire, de manière figurée, décimé la classe moyenne iranienne, qui a paupérisé beaucoup d'Iraniens. Un pays sous sanctions, c'est pas inutile de le rappeler, comme pour Cuba ou le Venezuela, sont des pays qui peuvent très difficilement faire du commerce et qui peuvent aussi très difficilement, finalement, fournir des services à leurs propres citoyens, même s'ils disposent de technologies, de formation ou autres. Juste pour peut-être rapidement aussi là-dessus, il y a une dimension aussi internationale et je pense qu'on va y revenir un peu après au régional. Très bien. Youssef Boussoumah, finalement, quelque part, Trump avait menacé juste après, donc, si vous voulez, l'enlèvement du président Maduro du Venezuela, que d'autres pays seraient sur la liste. Il a évoqué l'Iran. Serait-il en train de s'approcher petit à petit, mais bon, pas vraiment petit à petit, parce que de toute façon, les choses se passent de manière tellement rapide. Est-ce que c'est le tour de l'Iran aujourd'hui? Est-ce que réellement les États-Unis comptent justement intervenir militairement ou pas en Iran? Oui, bien sûr. Et de ce point de vue, il est intéressant de noter que en fait, Trump se situe tout à fait dans la continuité des présidents américains précédents. Pour ceux qui penseraient que Trump est une exception, en fait, il ne fait que poursuivre la stratégie de regime change, de changement de régime pour tous les pays qui constituaient, vous vous souvenez de ce que comment Bush Junior avait qualifié les États voyous. Bon, et effectivement, après l'Irak, la Libye, la Syrie, eh bien, cela pourrait être, en tout cas dans leur esprit, le tour de l'Iran, tout à fait en conformité avec les menaces de Trump, qui a bien dit qu'il allait reconfigurer le Moyen-Orient
selon les désirs de l'entité sioniste. Alors, il faut vraiment inscrire la séquence actuelle dans la continuité comme étant l'acte 2 de cette offensive. L'acte 1, c'était la guerre des 12 jours en juin, qui de toute évidence a été un échec. Oui. Le voyage de Netanyahou aux États-Unis, c'était pour peaufiner la séquence que nous voyons aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, sur d'étranges coïncidences, d'étranges timings concernant l'irruption du fils du Shah qui ne connaît de l'Iran que Saint-Moritz, en Suisse, si je puis dire, où il est le plus cœur de son temps. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment inscrire ce qui se passe en Iran dans cette grande continuité impérialiste de destruction des pays qui tiennent à leur souveraineté nationale. L'impérialisme veut détruire tous les pays, et surtout les pays du Sud, bien sûr, qui tiennent à leur souveraineté nationale. Oui, finalement, Gilles-Emmanuel Jacquet, est-ce qu'on peut dire qu'on a franchi la ligne rouge à partir du moment où on peut dire que les hostilités sont ouvertes aujourd'hui contre l'Iran, à partir du moment où on a vu, pas plus tard qu'aujourd'hui, bien sûr, plusieurs pays européens avoir rappelé non seulement leurs ressortissants et bien sûr leur représentation diplomatique, et ils ont même été à peu près, on a l'impression qu'ils ont pris le même leitmotiv, à savoir mettre en garde le régime contre ce qu'on appellerait de s'en prendre à son peuple. Voilà, pour reprendre dans la substance un petit peu les propos des uns et des autres aujourd'hui. Ils sont très soucieux de ce qui peut arriver aux Iraniens, mais on n'a pas vu ce genre de réaction, par exemple, pour ce qui s'est passé au Venezuela, ou encore moins à Gaza. Oui, ces événements, justement, Gaza, le Venezuela ou même aussi l'Iran, ça met un peu les Européens dans une position difficile puisqu'ils ont suivi pendant longtemps la politique étrangère américaine, parfois l'ont condamné fermement, mais sans qu'il y ait nécessairement des résultats concrets ou des sanctions après. Et là, on voit plusieurs dirigeants, effectivement, qui, certains plus directement que d'autres, appellent à un changement de gouvernement en Iran, ou en tout cas le font en appelant à soutenir une opposition politique qui d'ailleurs peut-être est très fragmentée et a, selon les endroits en Iran, des demandes qui peuvent être différentes. Peut-être on y reviendra. La chose aussi, peut-être, c'est de voir que l'Europe, contrairement au passé, contrairement notamment sur le dossier nucléaire iranien, bien l'Europe est un peu absente en termes de propositions de paix, de sortie de crise. Et il y a une forme d'alignement, encore une fois, sur la position américaine. Et on pourrait se demander qu'est-ce que cherche l'Europe ou les États-Unis, puisque les opérations de changement de régime, en particulier au Moyen-Orient, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, n'ont pas amené les résultats escomptés. Et même si une petite partie de l'opposition iranienne pourrait être pro-occidentale, ce serait sûrement pas suffisant pour qu'il y ait un changement de régime, eu égard aux gardiens de la révolution, à la taille du pays, à des divergences politiques qui peuvent apparaître selon les régions, les groupes ethniques. Est-ce que selon vous, Gilles-Emmanuel Jacquet, pour rester un petit peu dans le même ordre d'idée, une intervention militaire ou une frappe, disons-nous, ne serait pas à écarter dans les prochaines 48 heures ou un peu plus ou un peu moins? Vu les déclarations des uns et des autres. Hein. Oui, oui. Une intervention au sens d'une intervention terrestre, c'est-à-dire comme on l'a connu par exemple très classiquement en 2003 en Irak, ça me paraît assez improbable puisque les États-Unis, militairement en termes de ressources humaines dans l'armée, en termes de ressources militaires, d'équipements, de réserves, de stocks, n'auraient pas du tout les moyens de mener une conquête ou un changement de régime avec des troupes au sol directement en Iran comme cela a été fait en Irak. Et les pays européens ont encore moins ce genre de moyens. On pourrait peut-être penser effectivement à des frappes, comme cela s'est passé au Venezuela récemment, à d'autres sanctions, à peut-être, comme l'a fait aussi le Mossad dans le passé, des assassinats de scientifiques, de personnalités politiques ou militaires. L'idée, encore une fois, peut-être pour les pays occidentaux, en tout cas qui sont hostiles envers l'Iran, ce serait de poursuivre cette politique de sanctions et de pression pour arriver, il l'espère, peut-être à une situation comme en Syrie, par exemple, avec un changement de régime qui serait causé par un effondrement politique, social et économique.
Et qui viendrait en plus pour ce qu'ils attendent de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est ça, finalement, ce que attendent les Occidentaux. Pourquoi cette impression n'est pas réellement juste quelque part, Youssef Boussouma, à partir du moment où on a quand même le ton qui monte, d'abord du côté de l'Union européenne, donc qui se positionne avec les États-Unis, et donc les déclarations de Trump, ça donne plutôt l'impression que c'est pas seulement une menace, que vraiment il va y avoir une réaction imminente contre l'Iran. Oui, absolument. L'acte 3, donc l'acte 2, c'est ce qui se passe actuellement en Iran, mais la situation est très différente en Iran des autres pays comme l'Irak, la Syrie. C'est que l'Iran, ethniquement, est beaucoup plus homogène. 90% de la population est chiite. On n'a pas l'émiettement qui pouvait, une minorité qui pouvait être considérée comme dirigeant la Syrie, par exemple, les Alaouites. Là, non, on a un bloc qui est beaucoup plus homogène, on a une base sociale qui est beaucoup plus importante pour le gouvernement, qui en plus, on a un président qui est réformateur. Hein. N'oublions pas qu'il y a quand même eu des élections et c'est un président réformateur. C'est-à-dire que ce ne sont pas les très conservateurs qui... Donc voilà. Donc, de ce point de vue... Même au niveau du hijab, puisque c'était un petit peu ça aussi, les droits de l'homme qui étaient à chaque fois cités. Oui. On a vu que finalement, les femmes étaient désormais libres de mettre ou pas le hijab. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Tout à fait, puisque la loi qui sanctionnait le non-port du foulard a été abolie. Hein. D'ailleurs, on le voit bien dans les manifestations de soutien au gouvernement, oui. On a de très nombreuses femmes qui sont découvertes. Oui. Donc voilà, donc ça prouve bien. Donc, mais en tout cas, l'acte 3, si la séquence actuelle ne donne pas les résultats, le but était de promouvoir le Shah, le fils du Shah, on l'a sorti d'on ne sait où, et il y a quand même des gens qui sont intéressés au problème, et on constate que de très nombreux ce qu'on appelle des trolls hein, sur les réseaux sociaux, qui étaient très actifs au moment de Gaza pour soutenir le génocide, hein, et une grande partie venait d'Israël, des milliers de faux comptes. Et bien on se rend compte, des spécialistes se sont rendus compte que ces milliers de trolls, ce sont à peu près les mêmes qui aujourd'hui ont inondé la planète de messages en faveur du Shah. On l'a complètement fabriqué, tout cela a été absolument prévu. L'acte 2, c'était de grandes manifestations, de brandir la personne du Shah, que personne ne connaît en Iran. On pourra revenir sur les oppositions en Iran. Et l'acte 3, sur fond de désordre total, l'acte 3, des frappes ciblées qui décimeraient donc la direction iranienne de façon à permettre. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très inquiétant, puisque moi je pense que de toute évidence, les manifestations et on sait aujourd'hui que des agents infiltrés, ce n'est pas du complotisme. Hein. Je veux dire, en rigolant, on disait que finalement, ce qui se passe actuellement, eh bien, déçoit même les complotistes, parce que ça va beaucoup plus loin. On sait pertinemment que Netanyahou, Israël sont absolument aux commandes. Alors, je ne dis pas que les populations ont le droit de contester, ont le droit de manifester. D'ailleurs, je pense que c'était reconnu. La catastrophe économique est épouvantable en Iran à cause des sanctions. On a calculé qu'il y a 5000 sanctions qui frappent ce pays. 5000. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? En rajouter? Ça veut dire quoi? Alors, il est catastrophique que l'Europe aujourd'hui s'aligne sur les États-Unis de ce point de vue. Très bien. On va revenir justement sur cette contradiction, parce que l'Europe lui-même est quelque part, avec de guillemets, avec beaucoup de prudence, victime de la politique de Trump. Gilles Emmanuel Jacquet, finalement, le président américain s'est adressé aux Iraniens de manière très directe, bien sûr, via les réseaux sociaux, leur disons qu'il faut absolument poursuivre si vous voulez, poursuivre leur manifestation. Il affirme que l'aide est en route. Alors, ça veut dire quoi, l'aide est en route? Alors bon, ce genre de déclaration, il n'est pas inutile aussi de le rappeler, sont hostiles et inamicales. Elles violent le droit international, la Charte des Nations Unies et d'autres traités ou conventions qui traitent des relations amicales entre États. Alors justement, cette forme d'ingérence, qu'est-ce que ça pourrait être dans les jours ou les semaines à venir? Encore une fois, je pense qu'on pourrait exclure une intervention militaire ouverte ou massive comme on l'a connue en Irak. Par contre, ça peut être encore, par exemple, du soutien des mouvements d'opposition, puisque les déclarations que fait le président américain, mais les responsables du Mossad ou dans la presse israélienne et dans la presse américaine, ça a été relaté, il y a un soutien ouvert. Alors ensuite, à quelle opposition? Puisque selon les villes en Iran et les groupes ethniques, il n'y a pas exactement les mêmes types de manifestations.
Dans certaines régions, vous avez par exemple des groupes comme les Azéris, par exemple, Oui. ou d'autres comme les Kurdes en particulier. Les manifestations ont été plus violentes. Il y a eu des émeutes. On a vu qu'il y a des bâtiments publics, des hôpitaux, des médecins qui ont été agressés. Là, par contre, dans ce genre de région, et en particulier dans le cas des Kurdes en Iran, il y a un ancien soutien, un très ancien apporté par Israël et aussi les États-Unis. Donc peut-être qu'on pourrait s'attendre alors, à plus de manifestations, à des, à un écho plus fort sur les réseaux sociaux, et puis peut-être aussi à des actes un peu plus violents. On pourrait imaginer peut-être que le Pidjak kurde relance des opérations. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais je crois qu'encore une fois, on peut exclure en tout cas une intervention militaire et massive au sol, puisque toutes les conditions seraient pas réunies. Mais on peut s'attendre à plus d'ingérence, de tentatives de déstabilisation, des attentats, peut-être des assassinats, encore une fois, de personnalités publiques, politiques, militaires. Mais vous nous avez toujours pas dit ce que vous voulez dire justement l'aide est en route, Gilles-Emmanuel Jacquet. Encore une fois, alors, l'aide est en route. Oui. C'est pas un porte-avions. Je doute que ce soit Ouais. des Chinook et autres. C'est un Parce peu... que l'Iran, c'est pas encore le... Oui, c'est pas le Venezuela, les contextes c'est différent. Ça peut être de l'argent, ça peut être un soutien, mais je crois surtout que c'est une manière pour Trump de montrer à une partie de l'opposition que les États-Unis sont avec, de faire une forme de pression sur le gouvernement iranien, un peu comme on l'a vu aussi il y a très longtemps dans les révolutions de couleur quand les États-Unis Donc font la guerre ce genre de politique. déclaration. Oui, voilà, pardon, oui, c'est vrai, on pourrait dire ça effectivement. C'est une guerre de l'information, une guerre cognitive, et ça ne veut pas forcément dire que d'ailleurs que toute l'opposition l'accepte ou est réellement soutenue, mais il y a des franges de l'opposition qui reçoivent un soutien étranger, ça c'est clair. Oui, et qui donc finalement les regards sont portés sur cette population. Ils attendent que ce soit cette population qui fasse effondrer le pouvoir en place. Youssef Boussoumah, donc que veut Trump finalement en faisant des déclarations de la sorte directes donc au peuple iranien, comme s'il était leur interlocuteur direct et qu'ils étaient là justement à écouter ce qu'il avait à dire avec beaucoup d'attention et juste à obéir ou si vous voulez à exécuter. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu quelque part dans le délire? Oui, on est dans un délire. Malheureusement, le problème, c'est que ce délire accompagne une guerre économique. Vous savez, aujourd'hui, on peut détruire des États sans avoir besoin de les bombarder. L'économie iranienne, et on a vu ce qui s'est passé il y a 15 jours. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, un certain nombre d'inconnus existent. Comment se fait-il que le taux de change, c'est très compliqué, ces histoires de taux de change, mais que le taux de change du rial, la monnaie iranienne, soit tombé si bas. Et il y a eu de toute évidence des manipulations électroniques, des jeux électroniques au niveau des changes pour faire s'effondrer davantage, sachant que le bazar est la base du régime iranien. Ce que je veux dire, c'est que Trump, en attaquant l'Iran, ça fait partie du grand dispositif avec le Venezuela, c'est aussi évidemment attaquer la Chine et la Russie. C'est vraiment ça qui est en perspective. Alors, l'entité sioniste a son agenda, bien évidemment, les deux agendas coïncident, et le but est aussi évidemment de bouleverser les exportations de pétrole vers la Chine. Et vous savez que l'Iran aujourd'hui est un des fournisseurs importants. Il y a aussi des accords militaires avec la Russie. Donc, ce sont ces pays, ça fait partie de cette guerre que Trump a initiée. Alors, je ne sais pas sur qui il compte en Iran. Par l'expression « l'aide est en route », moi, je pense qu'il va y avoir des opérations ciblées. Il est bien possible qu'il y ait des opérations ciblées. Au site nucléaire? Alors, peut-être, bien sûr, à nouveau les sites. On ne comprend pas Trump parce que lors de la guerre de 12 jours, les bombardements qui ont suivi, Trump avait déclaré que le nucléaire iranien avait été détruit. Donc, il faut savoir, lui-même avait dit que les sites avaient été détruits. Et d'ailleurs, de ce point de vue, on ne comprend pas l'Europe aussi, parce que l'Europe est derrière Trump. Mais alors, je ne comprends pas. Donc, l'Europe n'a pas cru Trump lorsqu'il a dit qu'il avait détruit des sites nucléaires. Alors, il est possible qu'il y ait des bombardements de sites nucléaires, bien sûr, et aussi, moi, je pense vraiment des attaques ciblées massives. Mais au sol, bien sûr, c'est exclu. L'armée iranienne est une armée puissante. Les gardiens de la révolution sont d'accords militaires puissants, et les Iraniens ont des contre-mesures électroniques très, très, très importante. Le niveau de développement de l'Iran est quand même beaucoup plus important que tout ce à quoi les États-Unis ont eu à faire jusqu'à maintenant, de même que l'entité sioniste. Donc voilà, je pense qu'il faut s'attendre absolument à tout, surtout que visiblement, moi je pense que la séquence actuelle a échoué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de force d'opposition en Iran
qui est capable de renverser. On a effectivement un conflit dans la société, sur les choix de société, c'est indéniable. Certains pensent qu'il faut le régler de façon violente. Je pense que c'est une catastrophe parce que cela ne peut aboutir qu'à une guerre civile. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de force politique en Iran. Le fils du Shah n'existe pas. Il n'a pas de force sur le terrain. C'est un spectre. Et quant au Moudjahidine du peuple, qui, je le rappelle, est une organisation qui est très liée aux services américains, CIA et autres, cela a été prouvé. Ils n'ont pas non plus la force à l'intérieur. Donc voilà, c'est sûr en tout cas que Trump et Netanyahou vont agir dans les jours qui viennent. Oui. Juste pour revenir, Gilles-Emmanuel Jacquet, juste pour revenir sur cet aspect justement de s'adresser directement aux Iraniens. Trump donne l'impression, ou est-ce qu'il veut donner cette image justement, que la situation est sous son contrôle finalement. C'est lui qui maîtrise la situation et peut-être même c'est lui qui, quelque part, manipule, si vous voulez, cette situation à l'intérieur du pays. Pourquoi Trump veut-il donner cette image en s'adressant comme ça, par exemple, aux Iraniens? Et puis, est-ce que vous ne pensez pas que, en ce moment, nous sommes en plein dans la guerre des nerfs et dans cette guerre cognitive à partir du moment où, comme disait Boussoumah, par exemple sur les réseaux sociaux, on revoit le nom de Shah qui ressurgit et puis qui devient du coup aussi un homme très démocratique. Il y a même des nostalgiques alors que le Shah lui-même a été, si vous voulez, poussé à la porte par les Américains. Voilà. Maintenant, ça reste un petit peu complexe tout ça. L'idée peut-être déjà par rapport à l'Iran, c'est pour Trump peut-être de, on va dire, galvaniser, motiver une partie de l'opposition, bien qu'encore une fois, le fait d'être soutenu par l'étranger, en particulier par les États-Unis, c'est quelque chose qui peut être assez tabou pour un grand nombre d'Iraniens, parce qu'il y a pas qu'un sentiment religieux, c'est parfois ce qu'on voit un peu trop en Occident de manière superficielle par rapport à la société iranienne. Oui. Il peut y avoir un fort patriotisme. On l'a vu avec la guerre Iran-Irak, on l'a vu aussi après l'assassinat de Qasem Soleimani, où on a quand même vu des manifestations de masse, même des gens qui n'étaient pas parmi le bloc patriotique religieux, on pourrait dire, exprimer quand même leur émotion. Alors, il y a cette idée de galvaniser effectivement l'opposition iranienne et peut-être aussi pour l'opinion publique internationale, en particulier américaine, donner cette impression que toutes ces actions, toutes ces déclarations qu'on a de la part de Trump montrent que les États-Unis sont toujours la première puissance mondiale, qu'il faut l'écouter, qu'elle a les moyens encore d'intervenir et de faire respecter donc sa volonté. Maintenant, vous l'avez parlé d'une guerre cognitive, on est en plein dedans. Par exemple, c'est beaucoup la perception de la société iranienne. C'est un grand jeu, je veux dire, à l'étranger, de comment on perçoit l'Iran. Vous parliez du hijab tout à l'heure. Il est vrai que la société iranienne, depuis 79, a énormément évolué. On n'est plus du tout dans les premières années de la révolution islamique. On voyait des défilés de femmes en tchador, habillées tout en noir, avec un culte des martyrs qui pouvait choquer, on va dire, des gens à l'extérieur qui ne comprenaient pas cela. La société iranienne a beaucoup évolué. Par contre, en Europe, on a toujours l'impression qu'on parle de l'Iran de 79 ou de l'Arabie Saoudite des années 80 ou de l'Afghanistan des talibans, et c'est pas du tout le cas. Vous avez évoqué que la société, malgré les sanctions, était quand même assez finalement développée. Certes, il y a une paupérisation générale, mais malgré cette paupérisation, ces sanctions, on a un des niveaux de formation les plus élevés au monde en Iran, au niveau des ingénieurs, des technologies qu'ils développent. Donc, il y a cette guerre cognitive qui consiste aussi à faire passer finalement l'Iran pour, ça on entend souvent aux États-Unis, pour un peu la mère du terrorisme au Moyen-Orient, en disant qu'elle sponsoriserait tous les mouvements terroristes, qu'elle serait responsable de tous les actes terroristes au Moyen-Orient ou à l'étranger. Or, si on sort notamment du cadre du conflit syrien ou irakien, les actions iraniennes à l'étranger sont très limitées. Et dans les discours iraniens, si ce n'est les slogans un peu, j'ose dire, traditionnels, un peu folkloriques, qui visent les États-Unis ou Israël de manière générale, on n'a pas de véritable action hostile, agressive ou de vision stratégique agressive de l'Iran envers, par exemple, les pays européens, en particulier occidentaux. En général, il y a au contraire la recherche de la part des élites iraniennes de revenir à la table des négociations sur l'accord nucléaire et d'essayer d'avoir une levée des sanctions, en tout cas partielle, parce que le grand enjeu n'est pas que politique, certes, de réforme ou autre, mais il est avant tout économique en Iran. Très bien, Gilles-Emmanuel Jacquet, pour donc conclure, Youssef Boussoumah, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, pour ne pas dire très très peu de temps, Youssef Boussoumah, finalement, à quoi doit-on s'attendre devant donc cette montée, je dirais, de pression et d'intimidation? Est-ce qu'on peut s'attendre au pire dans les prochaines 48 heures ou plus? Oui, mais en même temps... Est-ce qu'on peut se réveiller avec une mauvaise nouvelle?
Bah oui, ça c'est toujours possible. Moi, je pense que c'est toujours possible. Comme on dit, l'impérialisme n'a plus d'atours dans son sac. Il a des moyens meurtriers à sa disposition. Je pense qu'il faut rester extrêmement, extrêmement vigilant parce que Trump ne peut pas s'avouer vaincu ainsi. Et visiblement, il veut donner l'impression qu'il maîtrise, vous l'avez dit, le monde. Et il veut, avec l'Iran, faire un exemple. C'est quoi l'exemple? C'est aucun pays du Sud ne peut asseoir sa souveraineté nationale face à l'Amérique. Merci beaucoup, Monsieur Boussoumah. Merci d'avoir respecté le timing. Je rappelle que vous êtes donc militant pour les droits de l'homme, pour la cause palestinienne, la cause sahraoui également. Merci également à Gilles Emmanuel Jacquet, analyste géopolitique et vice-président du JPRI, qui était avec nous donc en direct de Genève. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.